vous a été présenté par Vivendi, les émotions du numérique. 17h50, il est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité. Ce soir, Ghazi Gerayri, porte-parole, je vais le lire en entier cette fois, de la haute instance tunisienne de poursuite des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Beau programme. Ghazi Gerayri, c'est un titre un peu ridicule. Comment vous avez fait ça? Les objectifs de la révolution, la réforme politique, la transition démocratique, ça fait beaucoup pour une haute instance. Concrètement, qu'est-ce que vous essayez de faire? De prévoir le cadre juridique à l'avenir, de prévoir la Tunisie de demain, c'est ça? Il y a de cela, mais je voudrais revenir sur le titre ridicule. Je ne le pense pas, mais c'est le fruit d'un certain nombre de concessions, d'évolutions. La commission, anciennement appelée commission de réforme politique, a dû réagir à un appel des mouvements populaires et ce titre traduit cette prise en considération. Vous en avez rajouté. Dites-moi, où on en est alors? Parce qu'on parle moins de la Tunisie. On a l'impression que les choses avancent moins vite peut-être que vous pouviez l'espérer, ou ça va? Ou alors un peu plus sereinement, et donc ça fait moins l'objet d'un regard des médias. Alors oui, parce que je suis heureux de vous dire que déjà les premiers textes qui vont organiser et permettre l'élection de l'Assemblée constituante le 24 juillet sont parus ou sont sur le point d'être publiés. Donc voilà, le cadre juridique est là. Il a été le fruit d'un consensus assez large, même s'il y a quelques dispositions qui sont contestées. On va revenir justement sur ça, mais quand même, il y a des problèmes. Il y a du chômage, on parle de problèmes d'insécurité, de grève. Ça va se calmer, ou vous trouvez que c'est normal dans la période actuelle? D'abord, disons que cela est antérieur à la Révolution et on n'a pas vu de révolution qui résolve immédiatement les problèmes de chômage. Donc les problèmes d'hier sont là aujourd'hui, avec probablement une donne nouvelle, la liberté d'expression, la liberté des médias, et qui donne plus d'écho à ce qui existait déjà. Entre autres, des chiffres qui étaient faux avant et qui sont aujourd'hui un peu plus proches de la réalité. Ça veut dire quoi? Avant, on cachait le nombre de chômeurs, on ne disait pas la vérité sur les grèves, sur les problèmes d'insécurité, c'est ça que vous voulez dire? Il y a de cela, et les grèves n'étaient pas toujours souhaitées ou permises, ou en tous les cas assez médiatisées, donc il y a de cela aussi. Mais en même temps, pourquoi je vous pose cette question? Parce que c'est, de notre point de vue, si j'ose dire, un peu égoïste ici en Europe, c'est, on se dit, ah, chômage, donc les 28 000 Tunisiens qui arrivent en Italie et toutes les bisbilles entre l'Italie et la France. Pourquoi autant de gens fuient la Tunisie? Alors, je m'inscris en faux par rapport à la fuite. Ce ne sont pas des gens qui fuient la Tunisie. D'abord, rappelons tout simplement que depuis quelques années, ce mouvement, cette tendance existe à partir des pays du Maghreb, et ce ne sont pas que des Maghrébins. Nous sommes devenus des terres de transit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la Révolution? C'est que d'abord, à un certain moment, il y a eu une incertitude sécuritaire qui a probablement aidé des réseaux de trafic qui monnaient leur transport dans ces embarcations. Mais vous ne pouvez pas les contrôler, il n'y a pas une police. Maintenant, il y a de plus en plus de contrôles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines, mais nous comptons les mouvements en quelques milliers, rappelant tout simplement que la Tunisie est en train de recevoir des centaines de milliers qui fuient la Libye. Absolument. Mais est-ce que ça vous choque l'attitude de la France qui dit, en gros, je le fais court, qui reste en Italie? Alors, Comment vous avez réagi? Ça me paraît en contradiction avec l'idée même de l'espace ouvert de déplacement que vous avez créé par la Ça veut dire que vous donnez raison aux Italiens en disant, une fois qu'ils sont là, il faut qu'ils puissent se déplacer dans toute l'Europe? Je ne donne raison ni aux uns ni aux autres. Enfin, vous avez compris que c'est ça notre problème en ce moment. Oui, j'ai compris, mais je vous rappelle que le nôtre, c'est que nous souhaiterions que nous fassions vite nos réformes pour que nos jeunes restent et que d'autres reviennent. Et c'est un phénomène qui existe aussi. On n'en parle pas. Ça va prendre du temps, vous le dites vous-même. Vous n'avez pas réglé le problème du chômage en 2 minutes. Absolument. Ça veut dire que pour l'instant, il y a un problème de sécurité pour éviter que les gens puissent partir. Un peu plus de sécurité sur nos frontières, un peu plus de compréhension de nos voisins, que nous vivons une situation particulière. Mais il n'y a pas lieu d'alarmer ou d'être alarmiste. Et je suis sûr qu'on en parlera dans quelques années, du moins de cet épisode-là, comme vraiment un souvenir lié aux révolutions. Ça veut dire, vous trouvez qu'on en fait un peu trop ici, sur cette question? Pour parler clairement. Oui, absolument. Ça fait la une de tous les journaux tout le temps. Oui, mais je comprends quand et ça vous exaspère? Non, pas tant que ça, mais ça vous exaspère un peu qu'on en parle autant, en tout cas. Oui, mais qu'on ne montre que de cette évolution extraordinaire que nous vivons, il n'y a que cet aspect épiphénoménal. Alors, on reprend. Le 24, vous le disiez, le 24 juillet prochain, vous élirez une assemblée constituante. Oui. Alors, un truc incroyable, il y aura une parité, c'est des listes, à la proportionnelle, une parité homme-femme, tout ça, c'est bien. 2 questions. Dites.
La première question, est-ce normal que, en gros, les responsables du Rassemblement constitutionnel démocratique, enfin le parti de Ben Ali, l'ancien parti de Ben Ali, qui est dissous maintenant, puissent pas se présenter? Alors, il n'y a pas de normalité en la matière. Hein. On ne peut pas dire que c'est normal ou c'est pas normal. Est-ce que c'est très démocratique d'interdire à des gens de se présenter? Fussent-ils ce qu'ils ont été? Attendez, je suis d'accord avec vous, on ne va pas en faire des saints. On a vu ce que ça a été pendant 23 ans. J'ai besoin de quelques secondes pour vous expliquer l'itinéraire de cette idée. Au départ, le comité d'experts, dont je fais partie, a soumis une proposition à cette assemblée de la haute instance qui comportait l'idée suivante. Ceux qui sont poursuivis ou condamnés ou dont les biens ont été confisqués ne pourraient pas se présenter. Mais l'assemblée, qui est une assemblée politique et qui n'est pas composée que de gens qui ont apprécié ce régime, certains, vous les connaissez, ont subi les affres de ce régime. Donc ils ont dit qu'il y aurait une sorte de responsabilité morale d'un certain nombre de personnels politiques qui ne devraient pas... Ce n'est pas une interdiction qui dure dans le temps, pour une seule élection. En tout cas pour la constituante du 24 juillet. Voilà. Alors, ça concerne combien de gens qui ne pourront pas se présenter? Alors c'est très difficile à dire, mais je crois que ça doit tourner un peu moins d'1 millier. 1 millier de personnes qui, eux, ne pourront pas se présenter ce coup-ci. Ne peuvent pas être candidats. Deuxième question. J'ai pas fait la somme, mais il y a un paquet de partis. Oui. Alors, est-ce que c'est très sérieux? Des dizaines, des 50, je ne sais pas combien ils sont, on m'a dit plus d'une centaine de... Non, moi, maintenant, il y a 51 qui sont reconnus, mais il y a des demandes qui pourraient avoisiner la centaine à la fin. Est-ce que c'est très sérieux, une élection avec une centaine de partis? Non, alors, il n'est pas dit que ces partis soient tous candidats d'abord. Et de vous à moi, je préfère cette situation à celle qui s'est vissée. Et après, c'est les urnes qui feront ce travail qui va écumer le jeu politique et qui va en gros, vous me dites, ils se présentent tous et on verra qu'est-ce qui est sérieux ou pas sérieux après les élections. Absolument, le peuple tunisien est descendu dans la rue réclamant les libertés et c'en est une. Autre question, toujours sur les élections. En revanche, il y aura les islamistes. Alors ici, les islamistes, ils font peur. On se dit, qu'est-ce que c'est Ennahda? Donc c'est le nom du parti, du parti traditionnel, si j'ose dire, du plus important parti islamiste. C'est un parti démocratique ou il pratique le double langage? Vous n'êtes pas inquiet un peu? Alors, si vous me posez la question, est-ce qu'ils pratiquent le double langage? Il va falloir les voir à l'œuvre pour savoir si c'est un double langage ou pas. En l'état actuel des choses... Mais les gens vous diront, une fois qu'ils sont au pouvoir, en général, ils ne laissent plus l'occasion de... C'est une inquiétude que je comprends et de laquelle je ne suis pas très éloigné à titre personnel. Mais cela dit, force est de constater que sur le plan du discours depuis la Révolution, c'est des gens qui s'inscrivent absolument dans la logique des exigences démocratiques. Pour exemple, que vous avez évoqué tout à l'heure sur la parité, ils ont voté pour la parité. Et ça veut dire qu'on a tort ici de penser qu'il peut y avoir un danger islamiste en Tunisie? C'est sans fondement ou il y a un petit risque? Il y a toujours un petit risque. Dans une situation de transition, on n'est jamais sûr. Mais je crois qu'il faut faire confiance à la clairvoyance des Tunisiens. Ils l'ont montré. La Révolution n'a levé aucun slogan religieux. Elle a été parfaitement paritaire. C'est pour ça que le texte a un sens aussi. On verra le 24 juillet. Deux questions brièvement. Vous êtes favorable à l'intervention militaire en Libye? C'est une question complexe, mais on va dire, a priori, je ne suis pas pour que des étrangers interviennent pour aider un peuple à faire une révolution. Vous êtes d'accord pour qu'on bombarde, mais pas qu'on intervienne sur le sol, c'est ça? Ou vous étiez complètement contre l'intervention? Je crois qu'il y a d'autres moyens plus intelligents et qui s'inscrivent dans une plus forte profondeur et de durée qui aiderait le peuple libyen à s'émanciper sans se diviser, parce qu'on n'en est pas loin. Dernière question, M. Ben Ali est en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez demandé son extradition. Oui, vous allez saisir Interpol. Il faut qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale? Non, je crois que s'il y a jugement qui doit être mis en place, c'est les juridictions tunisiennes qui doivent être compétentes. Et à ma connaissance, les démarches demandant son extradition, je ne sais pas ce que cela va donner, ont été entamées déjà. Ghazi Gerayri, merci. Merci à vous. Merci, messieurs, et à demain, Robert, pour une nouvelle interview à retrouver, comme toujours, sur le